Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour une émission preview mondiale de cyclocross. Et oui, c'est déjà la fin, non pas de l'hiver, mais de la saison de cyclocross avec ce samedi et ce dimanche 3-4 février, le mondial à Tabor en République tchèque. Donc on va faire, essayer de vous présenter tout ça de la manière la plus détaillée possible avec toutes les courses, les principaux acteurs, ce qu'il faudra surveiller dans ce magnifique week-end. Pour m'accompagner ce soir, alors vous le connaissez, c'est désormais un pilier de Radio Fringale. Il paraît qu'il est même prêt à parier la totalité de ses biens sur la victoire de son coureur favori ce dimanche. On me souffle dans l'oreillette également qu'il est au taquet pour la saison de route à venir. Il devra une dernière fois plonger dans les sous-bois aujourd'hui. Vous avez bien sûr reconnu Titien. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut tout le monde, écoute, ça va super, je suis super content de vous retrouver et de retrouver tous les gens qui nous écoutent. Effectivement, voilà, c'est le jubilé de cette saison de cyclocross, voilà. Alors, même si c'était pas une saison de cyclocross forcément comme on a vécu les dernières, mais l'année dernière c'était quand même incroyable. On a quand même vécu des super moments en cyclocross puisque la saison a démarré depuis octobre et Mathieu Van Der Poel n'était pas forcément là tout le temps pour laminer la concurrence, mais voilà, en tant que fan de Mathieu Van Der Poel, je suis super content de la saison qu'il a réussi et évidemment, j'espère qu'il finira tout ça en beauté ce dimanche à venir. Eh oui, pour ne rien te cacher, je l'espère aussi, secrètement. Pour nous accompagner, Titien, ce soir, un nouveau venu dans la bande qu'on accueille avec plaisir, un spécialiste du cyclocross, aussi bien en analyse que sur son vélo. Il a grandi l'équipe et vous allez désormais l'entendre régulièrement sur Radio Fringale. Alors, il était un peu trop juste pour participer au mondial ce week-end, donc voilà, on est hyper content de le retrouver avec nous derrière le micro. Bienvenue Loïc, comment vas-tu ? Salut à tous. Alors, je suis super content de vous rejoindre. Gros honneur pour moi sur le cyclocross. Là. Je pense que si tu me mets dans ce bain de folie, je me ferais prendre 4 tours en 2 secondes. C'est pas possible. Ces mecs sont des monstres. Mais ouais, super content de vous rejoindre. J'ai hâte de pouvoir dire toutes mes conneries au micro, essayer d'en dire le moins possible quand même, et essayer d'apporter un peu de néerlandais dans cette équipe. Écoute, on attend que ça. En tout cas, on est vraiment hyper heureux de t'accueillir avec nous et donc chères auditrices, chers auditeurs, on a grandi l'équipe, et pour pouvoir toujours vous proposer plus, pas forcément plus de contenu, mais toujours aller vers la qualité et ça nous fait bien plaisir. On a grandi également l'équipe, donc au niveau des podcasts, mais aussi on a maintenant la rédac avec Matt et Simon qui nous ont également rejoints dans l'aventure Radio Fringale. Alors la rédac, c'est quoi ? C'est des articles que vous allez retrouver par écrit et qui seront disponibles régulièrement sur notre Facebook et sur notre Instagram. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, si vous ne suivez pas ces pages, on vous conseille d'aller le faire très rapidement. Vous mettez le podcast en pause, vous allez le faire et vous pouvez reprendre la diffusion. Et on essaiera d'apporter aussi autre chose avec ces articles écrits à la fois en allant chercher de l'actualité, mais aussi d'autres articles un petit peu plus poussés. Donc vous découvrirez ça tout au fil de la saison. Ça a déjà commencé la semaine dernière avec un article de Matt suite à la victoire de Kevin Geniest sur le Grand Prix La Marseillaise pour ouvrir la saison européenne. Également un petit mot pour vous remercier. On est à plus de 1800 abonnés sur YouTube, donc ça c'est vraiment top. Merci à tout le monde de votre fidélité. C'est aussi ça qui nous encourage à grandir l'équipe comme on le fait là en ce moment avec Loïc, Matt et Simon, mais aussi à toujours être à la recherche des émissions qui vont bien, de vous proposer du contenu régulièrement, et on s'est dit et pourquoi pas se lancer le petit objectif des 2000 abonnés pour le Giro.
Donc voilà, faites tourner les vidéos, partagez, et surtout si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît faites-le, ça nous encourage vraiment beaucoup. Messieurs, avant de rentrer dans le grand bain de ce mondial de cyclocross à Tabor, je vous propose un petit quiz. Est-ce que vous êtes chaud? Je sais pas si on est va chaud, en voir tout ça. cas, on va voir ce qu'on peut faire. Mais Pas tous en même temps. Hein. motivé, mais chaud, c'est deux choses différentes, je pense. Mais écoute, on va essayer de répondre. Si tu nous demandes pas de donner le 30e junior de la course d'il y a 2 mois, voilà, ça va peut-être le faire. Ok, alors une question en moins, déjà. Je l'enlève. Non, bon alors, il y a quelques questions. Forcément, ça sera orienté championnat du monde de cyclocross, hein, sans grande surprise. Alors, les mondiaux en République tchèque à Tabor, ce n'est pas une première. Est-ce que vous pouvez me citer le nom des 2 derniers vainqueurs lors du dernier mondial à Tabor? Van der Poel. Alors, déjà, Van der Poel, ouais. Déjà, il y a Van der Poel. Titien, ouais. Et ensuite, tu parles des femmes et hommes ou les deux anciens? Femmes et hommes. Putain. C'est Ferrand Prévôt qui gagne chez les femmes. Joli. Okay. Joli. Oh, Ferrand Prévôt. Il y a du level là. Ouais. Ferrand Prévôt qui bat Sanekant au sprint. Ouais. Magnifique. Magnifique. Et à ce moment-là, elle remporte son 3e titre de champion du monde consécutif après la route et le VTT. Ok, et un partout. Et puis donc du coup, 2e question. En fait, c'est la même question, sauf que c'est pour l'année 2010. Le mondial précédent à Tabor. Oh là là, 2010. Il devait encore y avoir des Bart Wellens et des Verweken, non, à cette époque-là. Non, c'est Sven Nys, non? Non, c'est pas Sven Nys. 2010. T'as une idée, Loïc? C'était à Tabor, tu dis. Ah ouais, non, mais là, à Tabor, je suis jeune, moi. Stibar? Ouais, c'était Stibar. Et chez les femmes, est-ce qu'il fait... Et chez les femmes aussi. C'est des noms que vous connaissez, hein. J'ai pas été trop salaud. Marianne Vos? Ouais, c'est Marianne Vos. Ouais. Ah, mais c'est vraiment un dinosaure, celle-là. Elle était déjà là. Ouais. Bon, du coup, je suis sympa, je vous épargne la question pour l'année 2001. Voilà, où c'était la première fois qu'il y avait les mondiaux à Tabor. Mais pourtant, Titien, t'as dit le nom, c'est Erwin Verweken. Qui avait remporté chez les hommes et chez les femmes Anka Kupfernagel. Oh là c'était trop difficile. Là fallait vraiment le sortir. Tu sais comment moi j'étais pas né en 2001. Oui, mais c'est pas grave, moi j'étais pas né quand Bernard Hinault il a gagné le Tour de France, mais ça me dit quelque chose quand même, tu vois. C'est vrai. Allez, question suivante. Qui est le recordman chez les hommes de victoire de championnat du monde de cyclocross? C'est vieux, ça, je pense. Ouais, c'est vieux, ouais. Oh là là. C'est un vieux gars, ouais. C'est 7, je crois. Je suis sûr. Ouais, ça c'est 7. Le chiffre c'est 7. Mais c'est con, c'est pas la réponse que j'attends. C'est... Ça doit être un truc genre de Vlaminck, non ou... C'est de Vlaminck, ouais. Oh, mais incroyable. Par contre, il faudrait le prénom. Ouais, c'est pas Roger. Bah non. Roger, il a gagné. Eric. Ouais, c'est Eric de Vlaminck. Ouais. Ah, du coup, je vous accorde un point tous les deux. Ouais. Alors, peut-être ça, Roger, il l'a gagné une fois. Mais Eric de Vlaminck était vraiment un spécialiste du cyclocross. Voilà, ils étaient frères, d'ailleurs. Ok, du coup, ça fait 4-2 pour Titien. Allez, il reste 2 questions. Et si Loïc, tu réponds juste aux 2 questions, il y aura une question subsidiaire pour vous départager. Qui est le dernier vainqueur français chez les hommes en élite? Le dernier français à être champion du monde de cyclocross chez les élites. Ça remonte aussi, pour rien vous cacher. Ça remonte à quelles années, ça? Je vais pas te dire l'année non plus. Je sais pas, Bernard Hinault? Non, c'était après la période Bernard Hinault. Ok. Oh là là.
Il a jamais été champion du monde de cyclocross, Bernard Hinault. L'hiver, lui, c'était pas son délire de faire du vélo. Bon, il a quand même gagné un Liège sous la neige, mais. Ouais, voilà. Mais en râlant. Mais comme c'était en râlant. Puis comme c'était en avril, ça passait. Bon, moi, Loïc, je l'aurais pas. Hein, donc... vous voulez un Non, indice? je l'aurais pas non plus. Bah, Non. Vas-y, avec un indice. Vas-y. Il est directeur sportif maintenant. Ah, Ouais, mais directeur sportif, Voilà, oui, mais il y en a trop là. Ouais, dans une Ouais, équipe où française. Directeur sportif dans une équipe française. Ah, il est directeur sportif. Allez, je vous aide beaucoup, hein, parce qu'il faut avancer. À la Total Direct Energy. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, là, je l'ai pas. Non. Non, j'aurais pas non plus. Vous l'avez pas? Non, on Bon, l'a pas. Dominique Non. Arnoux. Ah, oh là là. Dominique Arnoux, Ah, qui a été ok. champion du monde de cyclocross en 1993 en Italie sur le circuit de C'est pas si vieux que ça. Corvaglia. Bah non, ça a 31 ans, donc c'est pas, ça commence Ce à qui est dater. plutôt bien, c'est qu'à mon avis, tu nous fais le même quiz dans 2-3 ans, la réponse sera toujours la même, je pense. Ah, Les mauvaises langues. ah là là. Bon, question suivante. J'espère un peu plus de réussite de votre part. Quelle est la chez les élites, quelle est la plus mauvaise place de Mathieu Van Der Poel sur un championnat du monde? 4e. Non, 7e, non plus. il y en a un où je me souviens, il a oui. vite abandonné, là. Mais bah du coup, 3e. Non. Ah, il a déjà dû faire une sale place quand même, Van Der Poel. Est-ce qu'il a fait hors du top 10 déjà? Je pense pas, non? Non, hors du top 10, non. Bah, 4e? Non, j'ai dit. C'était en 2016 sur le circuit de Zolder. Et bah, vas-y Loïc, parce que là, ça va être à la chance, donc tente ta chance. 8e? Bon bah 5e. Ouais, 5e. 5e. C'est l'année où c'était le championnat du monde. Bah, il était champion sortant, du coup, il avait gagné à Tabor l'année d'avant. Et on annonçait le duel avec Van Aert. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une épingle à cheveux qui remonte, ils s'accrochent les deux. Oui, ah oui, Et oui, du oui, coup, oui. ils sont hyper loin. Ouais. Et puis, leurs deux vélos sont accrochés, ils galèrent à les Ah, défaire. mais ils perdent 20 Et secondes, puis, je pense, hein, dans l'histoire au moins. Ouais, ils perdent du temps et puis pas mal de place. Et puis là, Van Der Poel sort complètement de sa course. Et puis à la fin, tu vois qu'il veut même pas se battre pour faire podium parce qu'il s'en fout. Il est tellement deg d'avoir perdu. Donc voilà, il a terminé 5e. Et c'est vrai que c'est sa plus mauvaise place. Ce qui est pas trop mal. Je pense quand que même. beaucoup de monde voudrait avoir ça comme dans leur palmarès, 5e en Coupe du Monde, enfin en championnat du monde de cyclocross. Hein. C'est clair, c'est clair. Bon, en Baptistien, félicitations. Ouais, merci en tout cas Loïc, tu vois, les quiz chez Radio Fringale, souvent on en est réduit à donner des chiffres un peu au pif et par élimination. Hein. Donc c'est du gros niveau. Mais ça me va parfaitement. Va falloir s'habituer avec moi. On n'est pas jugé là-dessus, tout va bien. Mais dites-nous dans les commentaires si on est trop nul, hein. Y a pas de souci. Quoique là, c'était quand même pas facile. Hein. On simplifiera les questions. Ouais, c'est vrai que des fois, moi, je mets des questions un peu. On m'a déjà reproché un peu sur les lives, mais voilà, on se vengera sur les questions de live si jamais. Ça marche. Bon, allez, c'est fini pour le quiz. Maintenant, on passe à ce week-end de Tabor. Déjà, est-ce que Loïc, tu peux nous passer à la présentation du parcours? Du coup, qu'est-ce que nous réserve ce circuit de Tabor? Alors, on part en République tchèque. Donc, normalement, à cette période de l'hiver, on s'attend quand même à avoir des températures beaucoup plus froides qu'actuellement. Là, on va avoir des températures ultra douces. Ça s'annonce être sec. Donc, moi, je priais pour avoir de la neige et pour pouvoir avoir un peu de suspense, parce que bon, va pas falloir se voiler la face. Je pense que Van Der Poel arrive ultra favori. C'est quand même un circuit qui demande énormément de puissance, qui va demander énormément de relance avec des virages assez pas trop techniques, mais beaucoup de virages, des petites remontées. Il va falloir faire des coups de cul en fait, et les planches qui sont sur un petit faux plat, ça va être assez piégeur, je pense, pour nos cyclocrossman. Ça va être super sympa, je pense.
c'est un circuit qui, moi, qui me plaît énormément, super beau à voir, et je m'attends à une super coupe, enfin, un super championnat du monde, même si, bon, en restant un peu chauvin quand même, je préfère qu'on ça reste en Belgique ou aux Pays-Bas, mais ça fait quand même du bien de voir le cyclocross arriver en République tchèque, où, qui a eu quand même ses heures de gloire. La République tchèque, ça a été un bon pays du cyclocross quand même aussi il y a quelques années. Ouais, puis c'est déjà la 4e fois où il y a les mondiaux. D'abord, en plus, c'est un circuit, quand il est pas au championnat du monde, on le retrouve sur les Coupes du Monde régulièrement, donc c'est vraiment un parcours que les coureurs connaissent. Ouais, ça va être top. Ouais, je pense. Excuse-moi, Loïc. Juste pour dire, je regardais aujourd'hui, là, j'ai revisionné rapidement sur YouTube l'édition 2015 des derniers championnats du monde qui s'est passé. Et bah, encore une fois, ça va dépendre de l'état du circuit, mais c'est vrai qu'il va falloir constamment être en relance. Enfin voilà. Bon, c'est vrai qu'ils annoncent pas une température extrême, donc on va louper la neige, mais on peut quand même espérer que ce soit un petit peu gras, d'autant plus que la course des hommes, ce sera la toute dernière du week-end en fait. Donc voilà, on peut espérer en tout cas une belle bagarre et même si la course peut rapidement être pliée, on peut aussi espérer qu'en tout cas ça se tienne jusque dans les derniers tours et qu'on ait du suspense jusqu'à la fin. Mm. Je pense que ça va quand même assécher assez rapidement. Je veux pas défoncer tous les espoirs ticiens, mais je pense que là-bas, je crois que ça sèche beaucoup plus rapidement aux Pays-Bas, par exemple. Mais bon, il y a aussi des escaliers. Moi, je pense que petite montée d'escalier qui casse bien les pattes et qui casse bien le rythme, ça peut être bien intéressant à regarder aussi. Ouais, et puis ça risque d'être tactique aussi pas mal. Je pense on en reparlera tout à l'heure quand on présentera la course élite homme, plus dans le détail, mais autant Van Der Poel est hyper favori, autant après pour la course au podium et pour les 2e et 3e places est hyper ouverte. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri de surprises. Mais voilà, en tout cas, ça, on en reparlera plus en détail quand on vous présentera la course des élites messieurs. Avant de passer à la présentation justement des différentes courses, on va vous présenter le programme du week-end qui commence dès le vendredi à 12h35. Il y aura le relais mixte. Le relais mixte, donc c'est par pays, donc des équipes de 6 qui font un tour chacun. Donc c'est réparti entre les hommes, les femmes, les juniors, les espoirs, les élites. Et moi, je trouve ça sympa cette course. En tout cas, les fois où je l'avais regardé, j'avais trouvé ça hyper cool à suivre, surtout que l'ordre n'est pas établi d'avance, donc à un moment, un homme et une femme peuvent se retrouver, voilà, une junior femme et un élite homme peuvent se retrouver en même temps sur le circuit dans le même tour, et du coup il y a un aspect tactique. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu cette course, les gars, mais moi je trouve que c'est assez sympa à suivre. Ouais, moi, je me souviens avoir fait une ou deux épreuves comme ça en ayant couru. C'est quand même ultra sympa. Les équipes, normalement, tu t'entends bien avec ton équipe, etc. Ça, c'est de la bonne ambiance et ça lance bien le week-end. Ça peut mettre des gens en confiance aussi, comme ça peut enlever plein de confiance dans le coureur. Donc, je pense que c'est une épreuve super sympa à regarder avec beaucoup de diversité dans les coureurs et des efforts qui sont vraiment assez intenses quand même aussi. Ouais, et puis alors moi j'avoue, j'ai pas souvent regardé, mais si je dis pas de bêtises, je crois que sur cette épreuve, l'accès au circuit est totalement gratuit en fait. Donc voilà, c'est aussi une belle promo pour que les gens puissent venir et que le cyclocross soit abordable pour tous. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, c'est vrai que c'est carrément. Enfin, moi, je trouve ça bien qu'ils aient rajouté ça, et ça apporte vraiment autre chose au cyclocross. Et ensuite, après, donc le samedi, après, on retrouve le classique d'un week-end de championnat du monde, la course des juniors femmes à 11h05. Ensuite, on aura les espoirs hommes à 12h35, les élites femmes à 14h35. Et puis le dimanche, mêmes horaires, les juniors hommes à 11h05, les espoirs femmes à 12h35 et les élites hommes à 14h35. Donc pour ceux qui sont habitués au cyclocross le reste de la saison, il faut pas arriver en retard, parce que là c'est pas à 15h la course phare de la journée. C'est bien 14h35, donc il va falloir sortir un petit peu plus tôt de table du coup.
Euh, alors là, ce qu'on vous propose de faire, c'est de parler dans un premier temps des courses jeunes, un peu plus rapidement forcément, mais au moins qu'on vous présente les principaux candidats au maillot arc-en-ciel et puis au podium, pour ensuite passer un peu plus de temps sur les élites femmes et les élites hommes. Alors, chez les juniors, autant chez les hommes que chez les femmes, c'est vraiment les deux plus grosses chances de maillot arc-en-ciel pour l'équipe de France et de médailles aussi. Chez les femmes, donc c'est Célia Géry qui est championne de France, championne d'Europe, qui a gagné le général de la Coupe du Monde. Donc c'est la grande favorite et on a vraiment un trio. Enfin, il y a aussi deux filles qui l'accompagnent dans ce statut de favorite, Kate Ferguson de la Britannique et Victoria Schladonova, la Slovaque. C'est elles qui ont gagné toutes les Coupes du Monde cette année. Elles étaient dans cet ordre-là au championnat d'Europe. Donc un gros focus sur ces trois filles qui sont les grandes favorites. Et puis chez les juniors hommes, on a Aubin Sparfel, le français, le champion d'Europe. On attend forcément un duel avec Stefano Viezzi, le vainqueur de la Coupe du Monde. Tous les deux ont gagné 3 manches de Coupe du Monde sur 6. Donc c'est un peu une finale entre deux. Donc ça va être hyper intéressant à voir. Un petit mot, messieurs, sur ces chances françaises qui restent, comme je le disais, d'être les seules pour ramener, si ce n'est une médaille, un maillot arc-en-ciel. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais moi, je vais surtout suivre chez Célia Géry, que je suis pas mal déjà depuis l'année dernière. C'est quand même 12 victoires cette année et des titres, donc voilà, elle sera une des grandes favorites sur cette course. Et vraiment, pour moi, c'est la grande chance française de ces mondiaux. Et je suis assez confiant, donc voilà. Et puis chez les hommes, voilà, c'est pareil. En tout cas, il faut vraiment suivre ces courses-là si vous voulez voir un Français lever les bras, parce qu'ensuite, le reste du week-end, ce sera un petit peu plus compliqué. Mais surtout, ce côté de Célia Géry, j'y crois très fort. Ouais, je pense que sur ce genre de course, tout peut arriver, entre guillemets. Chez les femmes, Kate Ferguson va être sympa à regarder. Chez les hommes, il y a le petit Italien Vietti Stefano, qui peut être aussi sympa, qui a très très bien marché cette année. Et faut se dire que dans ce genre de course, il y a tout le terrain va être plein de gens qui vont avoir les dents super longues et ça va se battre jusqu'à la dernière minute, donc pour se montrer. Et ça va être sympa à regarder. Et ouais, c'est vrai que souvent il y a une grosse densité sur ces courses, surtout chez les juniors. Et puis c'est là aussi où des fois il y a pas mal de surprises. Alors à la fois parce que certains qui n'ont pas forcément l'habitude peuvent craquer sous la pression, mais aussi parce que il y en a qui arrivent un peu comme ça sur le très haut niveau et puis qu'on n'a pas eu l'habitude de les voir sur des coupes du monde et puis qui vont claquer des belles perfs. Donc moi en tout cas c'est vrai que je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder ces courses et une petite folie qui est assez unique dans ces épreuves-là. La folie, on devrait aussi la retrouver chez les espoirs femmes et hommes, même si là, dans chaque course, il y a quand même deux gros favoris. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je vois plutôt Zoé Bachsted en grande favorite chez les espoirs femmes et puis Tibor Del Grosso chez les hommes, le néerlandais en grand favori. Ouais. Thibaut, il a quand même fait... Ouais, vas-y, Titien, si tu veux. Non, mais vas-y, t'es lancé, je poursuivrai. Euh, je trouve que Thibaut Del Grosso, il a fait un super championnat des Pays-Bas. Il a été super impressionnant. Il montre une confiance en lui qui est assez impressionnante. Pendant le Boxing Day, il était toujours présent. Pour moi, c'est mon immense favori. C'est un gros espoir pour l'équipe néerlandaise aussi. Et il a l'air super confiant sur son vélo. Moi, je le vois imbattable ce week-end. Il va être prêt et il va tout exploser pour moi. Ouais, et puis même sur les quelques courses qu'il a disputées en compétition directe avec le top, le gratin mondial, il a fait super impression. Moi, j'adore en plus son style. On dirait qu'il est tout le temps à l'entraînement, qu'il est jamais en difficulté. Donc non, il est top comme coureur. Et oui, après, c'est le favori. Attention, ça risque quand même d'être disputé avec un Jente Mikkels qui sort également une très très grosse saison. Donc ouais, pour moi, ce sera peut-être un duel
entre ces deux coureurs-là, je sais pas si vous voyez un troisième larron sur la course homme se mêler à la lutte. En tout cas, sur les femmes, pour moi, il y aura pas photo. Je pense que Zoé Bäckstedt va survoler la concurrence. Ouais, chez les espoirs hommes, je rajouterais peut-être Emile Verstring, qui pour moi peut aussi être en embuscade au même titre que son compatriote. Et puis j'ai noté, pourquoi pas, Rémi Lelandais, qui pourrait être une chance de médaille. Il a quand même fait une bonne saison. Je pense que voilà, faut pas l'écarter de la course au podium non plus. Ouais, tout à fait. Et puis peut-être un Léo Bizio pour un top 10 si tout se passe bien. Première année espoir. Hein, ouais, première année espoir, mais des très bons déjà. résultats. Hein. Il y a eu plusieurs sur des Coupes du Monde. En tout cas, à Namur, il fait 3, à Anvers, il fait 6, à Benidorm, il fait 5. Donc à chaque fois, tout le monde n'était pas là, mais pour moi, le top 10 est largement à sa portée s'il est dans un très bon jour, voire le top 5. Je pense aussi, je pense ça fait un moment qu'il est présent. Je pense que il peut viser le top 5 ou le top 10, même s'il va avoir quand même une densité assez impressionnante aussi sur cette course. Et puis puis après effectivement chez les femmes, Zoe Bäckstedt en grande favorite. Après j'écarterai pas non plus Marie Schreiber, la luxembourgeoise, qui m'a paru assez solide cette année. Elle a fait 2-3 belles perfs, tout comme Léonie Benfeld, la néerlandaise. Donc voilà, j'écarterai pas ces filles non plus. En tout cas, elles seront forcément dans la course au podium. Mais après, c'est vrai que je pense que Zoe Bäckstedt a très bien préparé son affaire. Et quand elle est en forme, c'est hyper compliqué d'aller la chercher. Est-ce que vous aviez d'autres trucs à rajouter sur ces courses jeunes ? Non, c'est bon pour ma part. C'est pareil pour moi, je pense que ça va être bon. Ok, nickel. Du coup, on peut passer au championnat des Pays-Bas féminins. Non, la course au mondial élite femmes. Pardon. je spoil un petit peu ce que je vais dire. Mais voilà, donc championnat du monde pour les élites femmes avec... pour moi, Femme Van Empel en grande favorite, avec Puck Peters pas loin derrière, et je pense que le duel va être hyper intéressant à regarder, et il faut pas écarter non plus Lucinda Brandt ni Céline Del Carmen Alvarado, parce que c'est vraiment 4 filles qui ont été aux avant-postes toute la saison, qui arrivent sur la course phare de l'année, et je pense qu'elles auront très bien préparé leur objectif. Donc voilà, pour moi, les autres nations ne devraient pas forcément exister dans la course au podium. Peut-être une ou deux exceptions, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard. Voilà, du coup, je sais pas, vu qu'on parle d'un championnat des Pays-Bas, Loïc, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette course femme qui se profile? Van Empel arrive en grandissime favori. Puck Peters, que j'ai adoré vous regarder toute la saison et qui, pour moi, est un peu mon petit chouchou. Malheureusement, elle a été malade ces 2 dernières semaines et elle a pas fait une super manche de Coupe du Monde. Donc, j'espère qu'elle s'est bien remise et qu'elle va pouvoir bien charbonner ce week-end. Et je pense que Alvarado, quand même, elle a été ultra constante toute la saison. Elle a un super, elle manie super bien son vélo. Elle a énormément d'expérience, donc va pas falloir l'écarter. Et Brandt, elle a fait un championnat des Pays-Bas elle a été exceptionnelle dans la boue. Elle a montré, elle s'est cassé le nez une semaine avant. Elle arrive quand même sur la course et elle Là, écrase la c'est cool, concurrence. ça. C'est quand même quelque chose qui est ultra impressionnant. Ça montre le mental qu'elle a. Pour moi, il va vraiment pas falloir l'écarter. Elle va arriver ultra revancharde. Ça va être super sympa à regarder. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu le championnat national des Pays-Bas. Moi, je vois, à part énorme drame, je vois pas du tout une autre nationalité arriver sur le podium. Même sur les 4 premières places, je vois pas autre chose que des Néerlandaises. Ouais, moi évidemment je vous suis, hein, Femme Van Empel, énorme favorite. En fait, le seul truc qui aurait pu me faire douter, c'est les conditions météo. Et s'il avait fait, par exemple, totalement gelé ou avec voilà des conditions extrêmement difficiles, on sait que Femme Van Empel, au milieu de la saison, là, sur la période de Noël, elle a eu pas mal de difficultés techniques. On se souvient à Gavert ou dans d'autres circuits où ça se passait pas très bien pour elle. À ce moment-là, Puck Peters, et Lucinda Brandt, elle volait, voilà. Mais depuis, Femme Van Empel, là, depuis 2-3 semaines, elle est revenue vraiment au top.
Et puis voilà, sur un circuit qui sera beaucoup moins finalement dangereux, enfin en tout cas dans de bien meilleures conditions que ce qu'on pensait, elle sera pas gênée là-dessus. Et sinon, j'aurais bien aimé, enfin j'aurais bien vu Lucinda Brandt la concurrencer si le parcours avait été beaucoup plus cabreux, on va dire. Elle qui est une énorme technicienne, mais voilà, je pense que ce sera, enfin il y a qu'à voir la semaine dernière à Hoogeride, elle a fait ce qu'elle voulait, Femme Van Empel, donc ce sera l'énorme favorite. Puck Peters, à mon avis, ce sera sa rivale numéro 1 si elle, comme tu dis, elle a bien récupéré, pardon. Mais encore une fois, c'était un peu inquiétant à Hoogeride. Après, encore une fois, quand on récupère bien, quand on retrouve son niveau, sur son niveau de base, Puck Peters, elle est capable normalement d'être la concurrente numéro 1 de Femme Van Empel. Et puis derrière, pour la médaille de bronze, en fait, comme tu dis, je pense que Céline Alvarado, elle commence quand même à subir le fait qu'elle court beaucoup, beaucoup. Elle fait toutes les courses, elle est allée chercher ce général de la Coupe du Monde et j'ai peur que ce soit un peu trop difficile pour elle par rapport à une Lucinda Brandt qui est très forte et surtout une Kata Blancawas. On parlait de qui pourrait créer la surprise chez les Pays-Bas. Je trouve que voilà, qui a été en retrait une grosse moitié de la saison et qui là depuis 2 semaines, je trouve qu'elle est très très forte. Elle revient très bien. Il y a qu'à voir sa course à Hoogeride qu'elle a parfaitement gérée. Voilà, on retrouve la Kata Blancawas qu'on attendait les années d'avant très très forte et la concurrente numéro 1 pour les Hollandaises. Donc attention, pour moi c'est pas impossible qu'on ait un podium ou avec une autre nationalité que des Néerlandaises. Mais si c'est pas Kata Blancawas, je vois pas en tout cas une autre concurrente aller s'immiscer sur ce podium. Mais donc ouais, moi Femme Van Empel sans souci. Et puis derrière il y a un petit groupe de 3 coureuses avec Brandt, Vass et avec Blancawas et Puck Peters et puis Alvarado qui certes a été très forte, très constante, mais qui je trouve est un peu plus en souffrance maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi avec ton analyse sur Alvarado. Je pense que pour moi elle est à peine en dessous. En fait, tu vois, c'est un peu à l'image de c'était à Benidorm, je crois, où elle recolle mais sans vraiment être avec les filles de tête, quoi. Et je trouvais que ça résumait pas mal pas forcément sa saison, mais pour moi son niveau en tout cas. Et je vois pas comment sur une course que tout le monde veut gagner comme ça, qui a un objectif pour toutes les filles, elle va pouvoir devancer Van Empel ou Puck Peters. Voilà, sauf évidemment pépin ennui mécanique ou ce genre de choses. Mais voilà, pour moi, elle a retrouvé un super niveau, ce qui fait hyper plaisir parce que après son titre de championne du monde qu'elle avait eu il y a quelques années, elle était un peu, voilà, c'était un peu compliqué de revenir. Là, elle a retrouvé un super niveau, mais voilà, pour moi, il manque vraiment un truc par rapport à Van Empel, tout simplement. Il y a encore un niveau au-dessus selon moi et je m'étais aussi noté Blancawas justement pour l'outsider non néerlandaise et si elle nous sort une course, on sait que c'est une jeune fille qui a beaucoup de talent et cette année moi j'étais justement pas mal déçu de son début de saison parce que je la trouvais vraiment pas du tout dans le rythme. Alors elle a repris aussi plus tard que le reste de la troupe. Donc forcément, quand on n'a pas forcément le rythme sur le cyclocross, arriver tout de suite à la période de Noël. Mais je pense que cette période de Noël lui a fait du bien. Elle a beaucoup couru et on l'a vu en progrès constant. Et là, cette 2e place du week-end dernier, bah ouais, on peut se dire pourquoi pas. Pourquoi pas assister à une belle surprise. Après voilà, c'est un grand rendez-vous, c'est un championnat du monde, donc c'est pas non plus une course comme les autres qu'on peut aborder sans pression, mais en tout cas ça va être intéressant à suivre et de voir comment elle se comporte. On a aussi des Françaises au départ. Elles seront que 2 cette année. Hélène Clausel et c'est Amandine Fouquenet qui est là aussi. Euh, on peut espérer quoi des Françaises à votre avis? Je pense qu'un top 10, peut-être qu'on peut se dire un top 10, ça serait envisageable. Moi, je pense que même le top 10, c'est quand même l'objectif pour les Françaises. Les deux dedans, je pense pas, parce qu'il y a quand même une grosse densité sur chez toutes les filles. Mais c'est jouable, je pense. Ouais, j'ai rien de plus à ajouter si c'est voilà un top 10.
ouais. Oui, Enfin, ce qui sera déjà bien une belle perf, mais voilà. Ouais. Je pense que ce sera une course en second rideau et en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas d'exploit magistral et le top 5 sera quand même quasi impossible à aller chercher. Merci messieurs pour cette analyse de la course féminine, cette preview. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à la course des élites messieurs. Bon, alors pour présenter le grand moment. Forcément, comment ne pas annoncer que Mathieu Van Der Poel est ultra favori au-dessus de tout le monde, sans son meilleur adversaire Wout van Aert, sans Tom Pidcock qui est a été quand même champion du monde il y a 2 ans. On voit pas vraiment comment il pourrait être embêté au vu des démonstrations qu'il a été habitué à nous faire cette saison de cyclocross. Vraiment au-dessus de tout le monde, où il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait. Mais derrière, on a quand même, presque une dizaine de noms de candidats au podium, en tout cas de mecs qu'on pourrait retrouver sur les 2e et 3e places. Et je pense que ça va rendre la course assez palpitante. Alors peut-être qu'elle sera du coup à 2 vitesses avec Van Der Poel qui filera devant et le reste de la concurrence qui se concentrera sur la 2e et 3e place. Ou alors peut-être, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus aussi, des gars qui vont essayer justement de suivre le rythme de Van Der Poel, ça va être compliqué, mais en tout cas de prendre de l'élan avec lui et puis d'en profiter pour prendre un temps d'avance sur le reste de la concurrence. Donc voilà un petit peu pour le cadre de cette course. Messieurs, je vous laisse, Titien, je sais pas, tu veux peut-être commencer, je sens que tu as très très envie de parler de Van Der Poel. Ouais, forcément, c'est mon coureur favori. D'ailleurs, accrochez-vous parce qu'il y a une petite surprise qui arrive prochainement avec Mathieu Van Der Poel, mais même si c'est mon coureur préféré, en fait, j'en suis à espérer un scénario où Van Der Poel a un problème au démarrage et au bout de 100 mètres, il est en 30e position, tu vois, ce qui pourrait rendre la course un peu intéressante. Parce que sinon. Pour qu'il soit en tête qu'au 4e tour. Voilà, non, mais en vrai, ça rendrait vraiment la course palpitante pour le coup avec un circuit rapide comme c'est sec où voilà, on remonte pas facilement et voilà, Van Der Poel serait vraiment en mission pour revenir parce que c'est sûr que s'il aborde la fin du premier tour déjà dans les 2-3 premières positions, il fera son même numéro que d'habitude, c'est-à-dire qu'à la mi-course, au plus tard, il placera une banderie et je pense que même si je pense que sur ces 3 dernières semaines de course, le niveau s'est peut-être un peu resserré parce que Van Der Poel, il prépare aussi la saison sur route, donc il fait des stages, etc., qui sûrement le fatigue un peu. Donc je trouve que le niveau est un tout petit peu plus serré qu'il n'était au mois de décembre, mais pour autant, voilà, Mathieu Van Der Poel, la seule course qu'il n'a pas gagnée cette saison, c'est parce qu'il a eu un premier ennui mécanique qui lui a fait beaucoup d'énergie à Benidorm sur un circuit rapide pour attraper les positions, et puis ensuite il a une chute dans le final. Mais sinon, honnêtement, c'est masterclass, donc je vois pas comment physiquement Van Der Poel peut être battu. Et puis, effectivement, comme tu dis, pléthore finalement de prétendants à la 2e place. J'ai vraiment du mal à en ressortir. Ce que je remarque déjà, c'est qu'attention, on n'est pas loin de la catastrophe côté belge. Parce que on pourrait se retrouver avec un podium. C'est peut-être une première depuis très longtemps, puisque Wout van Aert chaque année était présent quasi au championnat du monde depuis 2015, à part en 2021, mais où il n'y avait pas Van Der Poel non plus, mais on pourrait se retrouver, pourquoi pas, avec des coureurs comme Pim Ronhaar et Nevenins qui sont à un excellent niveau, sans coureurs belges sur le podium, ça reste une possibilité, et là je pense que ce serait vécu comme une catastrophe nationale, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois ce danger qui guette fortement l'équipe belge, et je pense qu'ils doivent avoir une sacrée pression sur les épaules, parce que je pense que ça passerait pas du tout en Belgique. Et après, si je dois donner un peu un jeu enfin pas de pronostic, mais de ceux qui m'ont fait le plus grosse impression, j'ai envie de parler de Joris Neuvens, qui quand même fait une énorme saison, qui a jamais baissé de niveau, qui a été constant, qui a gagné à Val d'Isole, qui a gagné sur un autre cross, je crois, et qui est souvent sur des podiums en Coupe du Monde, etc. Donc moi, je le vois bien figurer parce que ça a été un des plus constants cette année. Et puis forcément, Elise Orbit,
qui a quand même été pour moi à la place de Pidcock le troisième fantastique, on va dire, c'est cette année qui a été vraiment très très fort, coureur que j'adore, Elise Orbit qui lâche jamais rien, qui fait également, qui respecte la discipline en courant l'ensemble des crosses, et donc voilà, je pense qu'il sera fidèle au rendez-vous sur un circuit rapide qui peut bien lui convenir avec son punch et ses capacités d'endurance. Donc c'est peut-être les deux mecs derrière Van Der Poel que je vois se détacher par rapport à d'autres mecs qui peuvent faire des excellentes performances également, mais qui sont plus inconstants selon moi, on va dire, ou encore peut-être un petit peu jeunes pour briller sur un mondial, mais voilà, encore une fois, il y a vraiment aucune assurance pour la deuxième place. Je sais pas ce que t'en penses, Loïc. Bah, moi, je pense que c'est pas bien de parler des absents d'abord, mais je pense que Wout et Pidcock qui sont pas là, ça veut dire beaucoup aussi sur le cyclocross. C'est des gars qui veulent se concentrer sur leur saison de route, et je trouve ça quand même super dommage de pas les voir. Même Pidcock, sur son attitude sur la saison, je le trouve vachement. On dirait qu'il avait pas vraiment envie de courir. Il pète à un moment son derrière, je crois, sur un départ de Coupe du Monde, et il traîne la patte pour partir et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça un peu dommage de pas voir les trois fantastiques partir sur le championnat du monde. Mais bon, faut pas trop parler de ça. Et après, Mathieu Van Der Poel, à part quand il fait des câlins à des poteaux, moi je le vois pas ne pas gagner ne pas gagner ce championnat, quoi. Il est ultra fort. Je pense que sur 30 secondes, il peut lâcher tout le monde sur le premier tour. Il est impressionnant. Il peut décider de déposer son attaque où il veut. Il y a vraiment peu de monde qui vont réussir à le suivre. Et même, Elise Orbit, moi j'ai adoré le regarder cette saison. Il a été super constant. C'est un pur crossman. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de le voir sur le podium. C'est un coureur que j'adore. Il a enfin gagné son championnat national. Je pense qu'il doit être super motivé parce qu'il a aussi gagné la Coupe du Monde. Moi, je le vois bien mettre quand même arriver sur le podium pour éviter la catastrophe nationale belge. Et après, t'as des Hollandais qui sont surpuissants. Pim Renard, t'as aussi Nieuwhuis qui vient d'être champion des Pays-Bas. On va se régaler, mais je pense que ça va vraiment être une course à deux niveaux. Enfin, je l'espère pas, mais il faut être un minimum réaliste. Si Wout et si Pidcock sont pas là, même Pidcock sur cette saison, en fait, je l'ai pas trop vu. Enfin, il avait pas été en mesure de concurrencer Mathieu. Donc Mathieu Van Der Poel en ultra favori, et j'espère voir Ellie sur le podium aussi. Ouais, pour répondre du coup à votre petite interrogation, la dernière fois qu'il n'y a pas eu de Belge sur un podium au championnat du monde, c'était en 1997. Ah ouais. Victoire de Daniele Pontoni devant Thomas Frischknecht et Luca Brabati. Depuis, voilà, même si, voilà, en général, il y avait 2 voire 3 Belges sur le podium, et voilà. Et peut-être que, voilà, après, cette année, c'est vrai que, bon, on l'a vu surtout sur les dernières Coupes du Monde où ils étaient, on va dire, la nation belge était un petit peu plus en danger. Du coup, par rapport à ça, j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur Thibaut Nice, parce que Thibaut Nice, il a quand même fait une saison très particulière. Il a démarré hyper fort. Il a même gagné une manche de Coupe du Monde, au moins une, je crois. Et puis, après, il a eu un gros passage à vide. Il a même fallu qu'il arrête de courir. Et puis, on a l'impression qu'il est jamais trop revenu. La période de Noël a été très compliquée. Et moi, j'ai l'impression quand même sur ces dernières semaines là qu'il revient bien. Et je me dis pourquoi pas si le circuit, c'est un circuit qui pourrait, je pense, lui aller. Est-ce que ce serait, voilà, finalement pas lui qui pourrait aller chercher une médaille pour la Belgique? Si, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on dit, hein. On donne nos quelques petits avis et des noms comme ça, mais c'est ça qui va être hyper intéressant, et malgré la domination de Van Der Poel, qui va être excitant avec cette course, c'est que voilà, le panel de potentiels gars sur le podium est énorme. On peut rajouter des Michael Van Toerenhout, des Lars Van Der Haar aux noms qu'on a donnés, qui peuvent très bien également figurer sur le podium. Et Thibaut Nice, en fait, bah ouais, moi l'avis que j'ai, c'est possible pour lui si le circuit est assez sec. Bon, c'est les prévisions qui sont données, donc ça tombe bien pour lui, mais
Mais en fait, on voit bien que dès qu'on est sur des circuits finalement assez roulants parce qu'ils sont secs, Thibau Nice il profite également forcément de ses qualités de puncher et de coureur de route et on le voit bien, Clément Venturini il est beaucoup plus fort aussi sur dès que les circuits sont roulants et secs, donc effectivement Thibau Nice, comme on a pu le voir à Haugeride, il pourrait être très très fort sur ce circuit, et d'ailleurs c'était le seul à essayer de suivre Mathieu Van Der Poel. Il s'est un petit peu brûlé les ailes d'ailleurs, et je pense que s'il avait pas s'il avait pas tenté de suivre Van Der Poel, il aurait largement pu aller chercher la deuxième place, donc voilà. Après c'est pas tout le monde qui est champion du monde espoir et qui l'année suivante est sur le podium, mais oui, Thibau Nice c'est un candidat tout à fait crédible. Après lui encore une fois c'est pareil, j'ai souvent l'impression avec Thibau Nice que c'est tout ou rien, que ça se voit que c'est encore un jeune coureur et que dès qu'il y a un truc qui va pas, ça va pas ensuite quoi. Voilà, c'est pas Thibau Nice qui va, c'est pas un coureur constant. C'est une attitude à la Pitcock un petit peu, pour rebondir ce que tu disais Loïc tout à l'heure, je trouve. Mais il est c'est très un jeune peu encore. ouais, c'est très jeune, mais ça, ouais, c'est le genre d'attitude qui me gonfle un peu quand je les vois, parce que t'as un peu l'impression que c'est le petit prince, quoi. C'est que il faut que ça aille tout bien pour lui, et puis si ça va pas, t'as l'impression qu'il va pas forcément remonter sur son vélo pour s'arracher, et puis même si c'est pour finir 5e au final, mais au moins s'arracher et finir la course. Et ça, Après, ouais, il est vachement jeune. Il est vachement jeune. C'est sa première saison vraiment en élite. Il cartonne au début de saison, comme vous avez dit. Je pense qu'il doit quand même, il est encore un peu en apprentissage. Il faut pas s'attendre à que des jeunes comme ça explosent tout dès leur première saison. Il a été super impressionnant. Je pense qu'il y a aussi un retour de bâton sur son début de saison qui a été ultra intense. Et c'est normal d'avoir un petit coup un petit coup de moins bien. Et j'espère que sur la Coupe du Monde, il va bien figurer. Et en effet, il est candidat sur le podium. Je pense c'est un espoir. C'est vraiment un énorme espoir du cyclocross qu'il va falloir regarder dans les prochaines années. ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Mais c'est sûr qu'il a que 21 ans. Il a fait une grosse saison sur la route aussi l'année dernière. Donc je pense que ça, il l'a aussi payé dans son milieu de saison de cyclocross. Donc c'est aussi logique. Et puis c'est un coureur qui a pas été habitué à perdre. Enfin, depuis tout petit, lui en cyclocross, il pète tout le monde. Son papa, c'est le meilleur cyclocross man du monde, peut-être depuis voilà. Alors c'est difficile de comparer avec Mathieu Van Der Poel parce que Sven Nys il faisait vraiment que du cross, mais donc on peut pas trop les comparer, mais en tout cas c'était le meilleur de son époque. Donc voilà, c'est aussi plein de facteurs qui font que Thibau Nice, je pense que il faudra toujours s'attendre à ce qu'il gagne, mais il pourra aussi toujours faire 12e de la course, quoi. Ouais, ouais. Sur les chances françaises, du coup, on a également, comme chez les femmes, 2 Français au départ, David Menu et Clément Venturini. Est-ce que là, c'est pareil, on se dit qu'un top 10 c'est bien, ou alors, pour Venturini, ce serait plus en mode top 5, top 5 c'est bien, voire est-ce qu'un podium, on peut l'envisager, ou c'est vraiment trop éloigné de son niveau actuel? En fait, non, top 10, ce serait en dessous de top 10, ce serait décevant parce qu'il a montré là que son pic de forme, il arrive, il fait que monter en puissance. Il était pas vraiment au top là à sa reprise à la période de Noël, et puis là, on voit sur ses dernières courses quand même que c'est plus le même Clément Venturini, et dès que le circuit, voilà, et je pense que c'est un coureur qui aime pas les bains de boue, etc. Lui, il est plutôt bon dès qu'un circuit va être un petit peu plus roulant, et si Tabor c'est sec, effectivement, il peut faire une bonne performance. Et moi, j'ai envie de dire que top 10, c'est quand même, oui, s'il fait 10e, ce sera bien. Objectif peut-être à peu près accompli par rapport à ce qu'il peut espérer. Mais voilà, c'est normal. Par contre, s'il fait 5e, là, ce sera... Non, le podium, j'y crois pas du tout, parce que il faudra un énorme concours de circonstances. On a bien vu, par exemple, qu'à Haugeride, sur un circuit qui lui allait bien, c'était quand même un peu difficile. En plus, Venturini, souvent, il foire un peu ses départs quand même. Donc, faut souvent qu'il remonte, etc. Donc, moi, j'ai envie de dire que si Clément Venturini il est 5e dimanche après-midi à Tabor, ce sera quand même une énorme performance du côté du Français.
Et ouais, c'est vrai que j'ai des regrets parce que Clément Venturini, ça se voit qu'en cyclocross, c'est quand même un mec qui est fort. Il en fait pas beaucoup et quand il monte en puissance, il est très très fort. Et j'aimerais bien le voir une année. Bon, je sais que c'est difficile maintenant quand on est forcément coureur sur route, mais une année à disputer une saison entière de cyclocross comme il faisait il y a 4-5 ans parce que il a quand même un très très gros niveau et c'est vraiment le français qui actuellement nous porte dans la discipline. Donc voilà, il a quand même un gros potentiel et on peut croire à un top 5, même si ça sera difficile. En tout cas, ce serait magnifique d'y arriver. Et puis oui, le top 10, pour moi, s'il se loupe pas, il est quand même largement à sa portée. Ouais, parce il part loin, hein. Il va Ah, c'est partir ça, loin, ouais. en fait, sur la ligne. Donc ça va Oui. beaucoup Bah, je l'handicaper. suis complètement d'accord avec Lucien. Moi. Enfin, moi, je vois vraiment pas du tout faire un podium. Si, même le top 5, ça va être compliqué pour lui. Il y a quand même beaucoup de gars devant lui. Après, c'est comme ça va être sec, il aura ses chances et il est en pleine montée de puissance. Enfin, c'est vrai que ce serait quand même intéressant de le voir complètement sur une saison de cyclocross pour voir ce qu'il pourrait faire. Après, je suis pas sûr que sa nouvelle équipe Arkea le laisse faire une saison purement cyclocross. Parce que ça va attirer moins de spectateurs de faire que du cyclocross. Ouais, encore. Ah, encore que c'est à voir. On n'a pas le temps forcément d'en parler là ce soir, mais est-ce que l'équipe et le sponsor a pas plus intérêt à être aussi visible beaucoup plus l'hiver sur une période où t'as pas de course de vélo, plutôt que d'avoir Venturini qui va courir d'autres courses dans l'année. Enfin bon, ça reste. Enfin, en tout cas, je pense que les deux positions peuvent se défendre. En tout cas, on voit bien que c'est pas forcément la tendance actuelle de laisser les coureurs faire librement leur saison de cross. Est-ce qu'on a fait le tour au niveau des outsiders, au niveau de ce que vous vouliez dire sur cette course élite, messieurs? Ouais, moi Moi, je c'est pense bon. qu'il faut aussi parler de Cameron Mason et de Ouais. Llorets, le champion Ouais. espagnol. Et Ah oui, moi, par Felipe exemple, Horst. Ah oui, bah lui. ils ont été incroyables cette saison. Il a réussi à accrocher un podium. Faut quand même les regarder. Enfin, je les vois pas faire mieux qu'un top 10, mais je pense que ça va être sympa de les regarder. Ça va être juste ma petite touche personnelle en plus parce que j'ai envie de les. Enfin, ils vont avoir mon œil. Enfin, je vais avoir un œil sur eux pendant la course pour regarder voir ce qu'ils font. Que j'aime bien ces deux petits gars. Ouais, Cameron Mason, je pense que il est beaucoup plus à l'aise sur les parcours boueux. Ouais, Donc il va falloir qu'il là, pour travaille C'est lui, vrai. il va falloir qu'il travaille ses départs quand même. malheureusement, ouais aussi, ouais. Parce que là, malheureusement, si c'est roulant, je pense qu'il va être un petit peu plus en difficulté. Il aime bien la boue. Et moi, Felipe Horst, j'adore. Moi, j'adore ce coureur. En fait, ce que je trouve génial avec lui, c'est que il passe tous ses hivers en Belgique, il se confronte aux meilleurs tout le temps. Il va de temps en temps faire quelques courses en Espagne pour quand même gagner des courses et puis marquer des gros points UCI, ce qui fait qu'il partira en deuxième ligne, hein, je crois, dimanche. Et ouais, je sais pas, moi je trouve ça, qu'il y a un truc super cool avec ce coureur et je serais content de le voir dans le top 10. Je pense pas qu'il puisse espérer beaucoup mieux. Mais pareil, j'aime bien avoir un œil sur son maillot de champion d'Espagne. Là, ce sera le maillot de la sélection, mais ça va être sympa. Et puis aussi, avant de te laisser la parole, Titien, la dernière course de Zdenek Štibar. On en a parlé tout à l'heure dans le quiz. Il a quand même été 3 fois champion du monde de la discipline. Ça a été un maître, je crois que c'est l'année 2009-2010 de mémoire, où il a gagné quasiment toutes les courses, Coupe du Monde, Super Prestige et tout ça. Où voilà, il était absolument intouchable en cyclocross et il avait décidé de poursuivre sa carrière jusqu'à cette course à domicile. Donc ça aussi, ça va être un super événement. Ouais, tout à fait. Ouais, Stibar, c'est un coureur que j'adorais également, que ce soit sur la route ou sur le cross. Je me souviens encore de ce mondial 2014 avec ce duel avec Sven Nys qui était incroyable. Donc voilà, c'est un beau jubilé pour lui. Et puis ouais, non, je voulais juste dire qu'effectivement, Felipe Hortz, il détonne un peu dans ce monde. C'est un peu le Juan Antonio Flecha du cyclocross. En fait, voilà, c'est cet Espagnol qui se bat avec tous ces Belges et ces Néerlandais dans la boue. Donc ouais, voilà, c'est assez atypique. Donc c'est top. Et effectivement, un beau top 10 pour lui, ce serait une belle performance. Ok, et ben maintenant qu'on a bien parlé des deux courses, je vous propose allez, de se mouiller. Un petit pronostic, le podium élite femmes et le podium élite messieurs, s'il vous plaît.
comme Vas-y, ça, vas-y, sans vas-y, trop Loïc, réfléchir. lance-toi là-dessus. Alors, bon, je vais partir d'abord chez les femmes. Je vais mettre Van Empel en championne du monde. Je vais mettre Brandt deuxième et Alvarado troisième avec Peters qui arrive pas à faire sa course. Même si c'est ma préférée, je l'ai vu la semaine dernière, je la vois pas réussir à performer. Mais 100% néerlandaise, le podium. Et chez les hommes, je vois Van der Poel champion, Iserbyt deuxième et je vois Tim Renard arriver troisième. Voilà, c'est ça mon petit prono. Eh ben moi je vais dire Fem Van Empel devant Puck Peters et Lucinda Brandt qui finira troisième de la course femme. Et chez les hommes, bah, forcément Mathieu Van Der Poel. Devant qui? Allez, je vais dire devant Joris Nieuwhuis. Et pour la troisième place, forcément le teigneux Eli Iserbyt. Et ben de mon côté, hein, forcément, si je vous ai demandé des pronostics, je vais pas me défiler comme ça. Fem Van Empel qui s'impose devant Puck Peters et Lucinda Brandt. Et chez les messieurs, Mathieu Van Der Poel, champion du monde, devant Pim Ronhaert et Thibaut Nice. J'allais dire Sven Nice, mais voilà. Thibaut Nice. Et en tout cas, c'est bien. Personne prend beaucoup de risques dans cette émission. Non, pas trop. Bah, ça aurait été On se mouille pas trop là. Ça aurait été osé de dire Lars Van Der Haar, champion du monde. Mais bon, voilà. Eh, Lui, on sait il jamais, nous surprendra un jour. on Il nous sait jamais. surprendra un jour. Lui, pour le coup, il lâche jamais rien. Ah, on est, Ah non. on est tranquille là-dessus. Bah messieurs, merci beaucoup pour cette émission, pour cette preview. Merci beaucoup. Merci Loïc pour ta première. C'était un plaisir de faire cette première émission avec toi. Merci à vous les gars. J'espère ne pas avoir été trop mauvais. Et, Non, ne t'inquiète pas. Non, bah, Et, c'était super. Bah, ouais, non, c'est clair. Toujours un bon moment. Bravo à toi, Loïc, pour cette première. Et puis, moi, j'ai super hâte maintenant d'être à ce week-end. Je pense que je vais essayer de regarder toutes les courses en live. Donc, plus que quelques jours à tenir. Ouais, et là, ouais, c'est des bons week-ends comme ça, des petits blocs de 30-40 minutes, et puis on finit la journée en beauté avec 1 heure de cross le samedi et 1 heure de cross le dimanche. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Un petit rappel du coup pour bah voilà la création de la rédac Radio Fringale. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Instagram avec Matt et Simon qui sont aux manettes pour vous écrire des articles sur l'actualité cycliste, mais pas que. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller suivre nos pages, donc Facebook, Insta. Vous trouvez tous les liens dans la description de la vidéo. Également, pensez à vous abonner sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci encore à tout le monde pour votre soutien. Merci Titien, merci Loïc pour ce soir. Et puis, bah bien sûr, pensez à vous alimenter car la fringale guette à n'importe quel moment. On reprend les grosses sorties d'endurance dans le froid et c'est là que la fringale peut attaquer. Donc, pensez à vous alimenter. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao les copains. Salut tout le monde.